Lizzie présente Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier. Lu par Jérémy Covillo, précédé d'un avant-propos de l'auteur. À Esteban. Avant-propos de l'auteur. Cher lecteur, l'écriture part souvent d'une envie, celle de raconter une histoire, de mettre à plat des images fortes, d'enflammer des personnages nés de notre imaginaire et de les porter vers de riches destinées. On dit que le romancier écrit les histoires qu'il aurait aimé lire, et je crois que c'est ce qui m'a poussé à prendre une première fois la plume en 2002. Après la rédaction d'un coup d'essai, un premier roman publié sur Internet, Conscience animale, je me suis attaché à un récit qui, je crois, restera celui qui m'aura le plus marqué, de par sa noirceur et le peu de place qu'il laisse à l'espoir. Train d'enfer pour Ange Rouge, publié en 2003 dans une petite collection, Rail Noir, a été le travail d'une année de recherche, de documentation et d'écriture éprouvante. Ce roman traite de sujets dont je ne soupçonnais même pas l'existence et qui pourtant existent bel et bien, en arrière-plan de notre société. Des milieux dans lesquels il est préférable de ne pas s'aventurer. Les difficultés rencontrées pour que cette histoire devienne un vrai livre ne m'ont pas freiné, bien au contraire. La fièvre de l'écriture était désormais si brûlante que, 14 mois plus tard, je terminais La Chambre des morts. Une histoire serrée, dure, sociale, un hommage à ma région aussi, le Nord. L'ouvrage qui m'a définitivement fait prendre conscience que plus jamais, je ne lâcherais l'écriture. Le virus m'habitait. Plus d'un an et demi après sa naissance, Charcot, personnage tourmenté de Train d'enfer pour Ange Rouge, ne m'avait pas vraiment laissé en paix. Je le sentais là, au fond de moi. Il me réclamait, un peu comme ces fantômes qui viennent hanter leurs vivants. Alors je me suis dit, allons-y. Charcot est un dur, très humain mais très dur. Il lui fallait une histoire à la hauteur, une trame diabolique qui mettrait à l'épreuve ses qualités les plus solides et les plus vulnérables. Ainsi ai-je écrit Deuil de miel, déjà publié chez Rail Noir en 2006 et qui paraîtra aux éditions Pocket en 2008. Voilà qui situe un peu le contexte de l'ouvrage que vous tenez entre les mains. Avant que vous ne plongiez entre ces pages, que les crissements de ces feuilles vous apportent le frisson, je voudrais vous mettre en garde contre ceci. Bien souvent, la réalité dépasse la fiction. Prologue. La pluie chaude d'un orage d'été attaque avec caractère les pavés glissants du vieux Lille. Plutôt que de chercher un abri, je préfère contempler les traits d'eau qui s'engagent dans les sillons des tuiles ocre, s'accrochent aux gouttières en perles d'argent pour ensuite venir danser au creux de mes oreilles. J'aime humer ces odeurs de briques anciennes, de greniers et de fourre-tout. Ici, dans ce silence de bulles d'eau, tout me rappelle Suzanne. Cette ruelle que je remonte forme le couloir du temps qui me mène à elle. Je tourne rue des Solitaires et, juste après l'angle, m'engouffre dans le Nemo, où je commande une bière blanche de Bruges. Des braises de feu mal éteint brillent au fond des yeux du patron. Une lueur de celle qui remue les souvenirs, les met en branle jusqu'à faire émerger des instants de vie que l'on croyait morts. Sa bouche se serre. On dirait que cette gymnastique intellectuelle le brûle intérieurement. Je crois qu'il m'a reconnu. Il est 23h ce soir-là. Je me tourne et me retourne dans mon lit, les yeux rivés vers les chiffres blessants du radio-réveil. La place de Suzanne, trop vide, me contraint à me lever et à appeler sur son téléphone portable. Une voix douce me répond, celle d'une femme, un robot qui distribue les messages standards d'absence. Je compose le numéro du laboratoire expérimental où elle travaille, le poing serré contre mes lèvres. Le veilleur de nuit me répond qu'elle a terminé voilà presque 1 heure. 10 minutes suffisent pourtant pour aller de l'Aille-les-Roses à notre 5 pièces de Villejuif. « Je vous connais ?» me demande le patron en perdant un regard dans mon bouc. « Non », lui réponds-je platement en emmenant ma bière sur une table tranquille, dans un recoin du café où l'obscurité chasse la lumière. Dehors, 2 amoureux se serrent l'un contre l'autre sous une tonnelle de la terrasse. Les longs cheveux au burn de la fille vibrent dans le vent comme les franges accrochées parfois aux poignets des vélos, et tous deux écoutent la pluie tomber, silencieux, bavards dans leurs gestes attentionnés.
Je devine en la jeune fille la Suzanne d'il y a 20 ans, mais à bien y réfléchir, je crois que je vois Suzanne partout, quelle que soit la fille, quel que soit son âge. La peur me serre la gorge comme un lasso de barbelé. Je sais qu'ils traînent partout, les sadiques au long couteau, les violeurs de vieilles dames et d'enfants. Dans les bureaux de la PJ au 36, j'en ai vu défiler des centaines, brushing impeccable, tous plus cravatés les uns que les autres. Ils se déversent dans les rues comme la vermine, se confondent si bien avec la nuit qu'il devient presque impossible de sentir leur odeur. Je les hais. Je les haïrai toute ma vie. Au sous-sol dans le parking, l'estomac manque de me passer par la bouche lorsque je découvre les minuscules éclats de verre éparpillés sur le sol. La caméra de surveillance est brisée. Elle pend au bout de son fil, immobile, témoin muet du pire. Je me précipite vers le box 39, accompagné par le seul bruit de mes pas résonnant dans ce cercueil de béton. Un petit morceau de métal m'arrache le cœur comme une balle explosive. Une pince à cheveux, de celle que Suzanne glisse d'ordinaire au niveau des tempes, gît contre le mur. Je cours le long du parking souterrain, m'essouffle à monter, dévaler les différentes cages d'escalier, frappe aux portes des locataires comme un dernier rempart à ce que je crains. Lorsque je saisis mon téléphone pour appeler le patron de l'OCDIP, l'Office central pour la disparition inquiétante de personnes, une voix mauvaise me dit qu'il est déjà trop tard. J'ai connu Suzanne ici, dans ce café, au milieu des arabesques de fumée et du brouhaha incessant des militaires attachés au 43e régiment d'infanterie. Nous étions tous deux des gens du bassin minier, avec nos vêtements à l'odeur des corons et nos chaussettes sales de poudre de charbon. Nos parents nous ont élevés dans la douleur du trop-peu, sous la grisaille, riches dans leur cœur des plus beaux trésors. J'adore ces terres brunes, leurs gens simples et généreux, et je crois que je les aime encore plus maintenant que Suzanne ne dort plus à mes côtés. Quelque part au fond de moi, un brin de conscience immuable me murmure sans cesse qu'elle est morte, qu'il ne peut en être autrement après tant de mois et de si douloureuses journées. 6 mois plus tard, je recherche toujours ma femme. Elle vient souvent me rendre visite dans mes rêves. Elle descend de tout là-haut, devancée par son parfum qui caresse mes cheveux comme le feraient des mains d'enfant. Mais à chaque fois, lorsque son regard embrasse le mien, des lames de rasoir coulent de ses yeux, des serpents aussi fins que des pailles tombent de sa bouche et de son nez, et de l'orifice béant qui troue sa poitrine, jaillit l'odeur pestilentielle de la mort. Je reprends mon sac, sors mon téléphone cellulaire d'une pochette et me décide à l'ouvrir, avec l'espoir qu'aucun message ne m'y attende. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.